Fait que les lettres du roi du Congo au roi du Portugal, demandant au roi du Portugal d'interdire à ses citoyens de ne plus rasier les populations du Congo, ces lettres sont restées sans réponse. Le roi du Portugal, on le sait, a réagi en disant que le royaume du Congo était tellement peuplé que ça ne lui causerait aucun mal que déporte une partie de sa population. Et donc le Portugal n'a pas, au contraire, a mis en place ce système avec des relais, et donc ces métis portugais parlaient la langue, ont noué des alliances, ont construit des fortunes, et connaissaient dans les sociétés, dans les cours royales, quels étaient les princes qui convoitaient le pouvoir, qui estimaient que le roi en place n'était pas celui qui devait occuper le trône et que eux ils avaient préséance sur ce roi-là. Et donc on s'est servi comme ça de certains individus dans les sociétés africaines pour mettre en place effectivement progressivement et avec la construction des forts, des forteresses, avec l'apport, l'installation de canons, etc. C'est devenu après facile d'imposer un roi qui refusait. On a tenté d'assassiner, les Portugais ont essayé d'assassiner le roi du Congo qui s'était opposé à la traite. Un jour dans l'église, puisqu'il s'était converti au catholicisme, il avait envoyé de nombreux Congolais au Portugal et au Vatican pour apprendre la religion catholique, etc. Et le premier évêque du Congo, d'ailleurs, le premier Congolais a été consacré évêque au XVIe siècle, donc assez tôt. Et pour mettre en place le système, on a fait en sorte de se débarrasser effectivement des souverains qui s'opposaient au système pour mettre en place des pantins qui étaient voués justement à corps et âme au pouvoir portugais. Le roi du Congo, dans ses dernières tentatives de refuser ce système, a écrit au pape, au Vatican, pour demander, pour dire au pape que le roi du Portugal et ses sujets ne respectaient pas sa population et qu'on venait kidnapper et raser des populations. Le pape, il n'a pas reçu de réponse de l'Église, puisque l'Église elle-même profitait du commerce des captifs qui se faisaient des côtes africaines vers l'Europe ou vers les Amériques, et donc bien sûr il n'y a pas eu de réponse. Au contraire, le roi du Portugal a accordé le monopole de la traite à Laurent de Gouvenot, qui en 1518 fut le premier négrier industriel. C'est-à-dire que c'est à ce Français que le roi du Portugal, avec la bénédiction du pape, a donné le monopole, la première licence. Il n'y avait que lui qui pouvait armer des navires, organiser des expéditions sur les côtes de Guinée. En fait, tout le reste, tous les autres, pendant la période de son monopole, sous-traitaient pour lui en fait les expéditions négrières, et bien sûr ils reversaient à la couronne du Portugal et à l'Église les parts qui leur venaient sur ce commerce négrier. Toutes ces informations sont éclairantes sur la place des Noirs actuelle, finalement, dans le paysage républicain, mais aussi sur toute la politique qui est mise en place entre l'Europe au sens large et l'Afrique. Quelles seraient finalement, selon toi, quelles sont les marges de manœuvre finalement des Noirs dans ce paysage pour reprendre ou gagner la place qu'ils avaient déjà depuis le XIIIe ou XVe siècle? Au regard de cette histoire et au regard de la situation aujourd'hui où il y a une volonté finalement de part et d'autre pour que les choses changent et bougent. Oui, je pense que justement ce travail de recherche historique pourrait aider à trouver des idées nouvelles en puisant justement dans cette histoire ancienne, dans cette présence noire en Europe, cette présence qui n'a pas été passive du tout, cette présence qui a été très active, de Noirs qui ont contribué au développement, à l'essor de toutes les nations européennes auxquelles ils faisaient partie. Il faut dire déjà, il faut rappeler qu'on a parlé de l'époque romaine ancienne, que lorsque Rome a conquis l'Afrique du Nord, je disais que la population africaine à Rome a augmenté. Et elle a augmenté de façon importante
que ce soit les Berbères ou les Éthiopiens, donc les autres Africains noirs qui vivaient au nord de l'Afrique, qui étaient en relation donc avec Rome, qui étaient devenus des sujets de l'Empire romain. Certains ont migré pour aller s'installer donc à Rome, à tel point que au Sénat romain, on ne le sait pas aujourd'hui, mais il y a 2000 ans, 30% des sénateurs romains étaient africains, d'origine africaine. 2000 ans après, on n'a pas une telle proportion dans aucun pays européen, dans aucun parlement européen. Donc la connaissance de cette histoire ancienne de la présence des Noirs ou d'autres Africains, puisque l'Afrique du Nord, je parlais de Berbères, après les Arabes vont s'installer en Afrique à partir du 7e siècle et donc devenir aussi des Africains, avec leur culture arabe et islamique, donc ils vont apporter, qui va même être imposée pendant plusieurs siècles dans les pays d'Afrique du Nord, qui à un moment donné, pendant ces siècles, vont d'ailleurs oublier leur histoire ancienne, puisque dans les pays d'Afrique du Nord, jusqu'à une période récente, on n'enseignait même pas l'histoire anté-islamique, on n'enseignait que l'histoire à partir de la naissance de l'islam, comme si ces nations-là ne puisaient pas leurs racines dans l'Afrique ancienne, où elles vivent, où elles sont installées. Mais depuis quelques années, on sait que ça a changé, puisque que ce soit en Algérie, que ce soit avec les travaux de l'archéologue Malika Hachid, ou que ce soit en Tunisie, au Maroc, il y a effectivement des chercheurs qui mènent des recherches qui montrent les liens anciens et donc que ces États d'Afrique du Nord ont avec leur sud, et où généralement ce sont les populations sont noires, et pas toutes forcément issues de la période esclavagiste qui a existé entre les pays d'Afrique du Nord et les pays arabes d'Arabie, avec l'Afrique noire où il y a eu des razzias esclavagistes, toute une période qui a duré une dizaine de siècles, donc de traite vers l'Orient musulman. Ceci pour dire que donc dans cette période ancienne, il y avait donc, je disais donc 30% des sénateurs à Rome étaient originaires d'Afrique. Il y a eu parmi eux, puisqu'il y en avait parmi ces Noirs ou ces Romains africains, il y en a qui sont devenus des officiers de l'armée romaine, des généraux. Lucius Quietus par exemple, qui était l'un des plus grands généraux romains. Certains sont devenus empereurs, comme Septime Sévère, qui est né en Libye, dans la Libye d'aujourd'hui, qui a été empereur à Rome, qui a fondé une dynastie, la dynastie des Sévères. Et son fils Caracalla, quand il est devenu empereur, est celui qui a promulgué l'édit sur la citoyenneté romaine, qui a accordé la citoyenneté romaine à tous les sujets de l'Empire romain. Alors c'est intéressant de savoir que c'est un descendant, c'est un fils d'Africain, c'est le fils d'un empereur romain d'origine africaine, qui a octroyer la citoyenneté romaine à tous les sujets de l'Empire romain. Parce que jusque-là, les sujets de l'Empire étaient des sujets, mais ils n'étaient pas des citoyens de Rome. Il y a quelques mois, lors d'une conférence à l'Université de Montpellier, où je parlais de cette question, il y a un professeur qui était dans la salle, un professeur de droit, qui était dans la salle, qui me disait que, en fait, il ignorait justement l'origine africaine de la dynastie des Sévères, donc de l'empereur Caracalla, mais ce qu'il avait frappé en écoutant ce témoignage, c'était de savoir, c'était que lorsque dans les années 40, la France était en train de réfléchir à un nouveau système pour sortir de la colonisation, puisque le mouvement d'émancipation était en train de se mettre en place, et qu'en Inde, avec Gandhi, l'idée d'indépendance était en train de devenir réalité. En France, on a proposé en 1946 un regroupement entre la France et ses colonies, une sorte de communauté franco-africaine. Et ce professeur de droit me disait, en fait, les juristes français, le législateur français en 1946, s'est inspiré de l'édit de Caracalla, qui accordait la citoyenneté romaine à tous les sujets de l'Empire.